si vous permettez, on va passer au prochain intervenant, qui est monsieur, attendez, parce que monsieur Letellier, Julien Letellier, qui aussi a été patient tout à l'heure. Monsieur Julien Letellier est responsable des affaires économiques du plan d'action de la Méditerranée et PNUE au niveau de la Grèce, qui connaît bien le plan bleu de Marseille. C'est un Marseillais, il connaît bien les problèmes de la Méditerranée. Il va nous faire un exposé sur l'évaluation des interactions entre l'environnement et le développement en soutien aux politiques environnementales en Méditerranée. Vous avez la parole, monsieur Julien. Merci. Merci, monsieur le président du Conseil national économique et social et environnemental. Je suis modérateur. Le président vous transmet le bonjour. Donc, moi, je suis le modérateur. Je suis monsieur Ben Hadjouja, voilà. Merci, monsieur le modérateur. J'en profite également pour remercier monsieur le président. Et est-ce que vous souhaitez que je partage ma présentation ou bien le technicien en charge à votre tendance? Vous partagez. Alors, je vous demande une petite minute pour ce faire. Vous avez 20 minutes, monsieur Julien. Allez. Je cherche à partager ma présentation. La voici. Voilà, vous devez la voir, j'imagine. Hein, vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? On voit bien. Plan bleu. Ouais. Très bien, merci beaucoup monsieur le modérateur et merci également à madame Samira Hamidi. Chers participants, chers collègues, au nom de l'unité de coordination du plan d'action pour la Méditerranée et du programme des Nations Unies pour l'environnement, secrétariat de la Convention de Barcelone, basé à Athènes en Grèce, je suis très honoré de participer à ce séminaire sur les politiques environnementales et je remercie vivement le CNESE pour cette invitation. Ma présentation se fera en deux temps. Tout d'abord, je vais vous présenter les principaux résultats du dernier rapport sur l'état de l'environnement et du développement en Méditerranée, qui a été publié en 2020, en octobre 2020 par le Plan Bleu, centre d'activité régionale du plan d'action pour la Méditerranée, qui est basé effectivement à Marseille en France. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai les résultats d'un autre rapport d'évaluation sur les questions environnementales et de changement climatique, le rapport du MEDEC. Le MEDEC, c'est le réseau des experts méditerranéens sur le changement climatique et environnemental en Méditerranée. Je passe au slide suivant pour... Voilà, excusez-moi. Pour dire que ce RED, ce rapport sur l'environnement et le développement de 2020, résulte d'un effort collectif qui a inclus des représentants des parties contractantes à la Convention de Barcelone, qui a aussi été piloté bien sûr par le secrétariat de la Convention de Barcelone et en particulier par son centre d'activité régional Plan Bleu. D'autres centres d'activité régionale du PAM y ont contribué. Également des membres de la Commission méditerranéenne de développement durable, qui est un organe de conseil multipartite des parties contractantes à la Convention de Barcelone et qui regroupe sur un même pied d'égalité acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, un forum d'échange d'expériences et d'apprentissage par les pairs, et enfin d'autres partenaires ayant une expertise spécifique sur la Méditerranée ont contribué. Au total, 150 contributeurs des trois rives de notre Mare Nostrum ont contribué donc à ce rapport. Une vue d'ensemble, si vous le permettez, sur le RED pour dire que les activités humaines sont à l'origine de changements environnementaux, que la dégradation de l'environnement résulte de pressions croissantes et que les fragilités méditerranéennes seront exacerbées par le changement climatique. On note des progrès en matière de politique publique qui ont eu des résultats positifs et significatifs au cours des 2 dernières décennies, disons, mais de manière insuffisante pour sauvegarder les écosystèmes méditerranéens tout en répondant aux besoins de développement humain des générations présentes et à venir. Et donc, il est nécessaire d'aller vers des changements urgents, collectifs et en profondeur, une réorganisation des systèmes économiques et sociaux intégrant des changements de paradigme et de valeurs est nécessaire
pour atteindre les objectifs de développement durable dans notre région, tout en prenant en compte les différentiels de développement entre les rives nord et sud de notre région. Donc, le RED montre que la Méditerranée accumule des ressources uniques et vulnérables qui se retrouvent de plus en plus sous pression. La région est un hotspot de la biodiversité avec un taux d'endémisme d'espèces marines le plus élevé au monde. La région est également un hotspot culturel qui compte presque 200 sites classés au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO. C'est une région aussi où la concentration de la population représente une pression importante, avec 70% de la population des pays méditerranéens qui vivent dans les villes et un tiers sur le littoral, dans la zone côtière. Et la situation est exacerbée par des flux touristiques intenses. Méditerranée, première destination touristique mondiale en termes d'arrivée de touristes internationaux. La Méditerranée, c'est aussi une des voies de navigation maritime les plus empruntées au monde, avec là aussi des impacts en termes de pollution de l'air et de l'eau, en termes de bruit sous-marin, en termes de collision des navires avec les mammifères marins, en termes d'artificialisation du littoral pour accueillir les infrastructures portuaires, etc. Mais en amont, ce que ces pressions ont en commun, c'est surtout leur origine, qui sont une origine humaine, les activités humaines qui sont force motrice des principaux changements. Et derrière ces activités humaines se trouvent des besoins humains en termes d'alimentation, de nourriture, de logement, mais aussi un système de valeurs et d'aspirations qui présente des incohérences avec des incompatibilités, disons, avec le développement durable. On dira que l'accumulation de biens matériels pour asseoir son statut social, le renouvellement fréquent de biens de consommation tels que les téléphones mobiles, les voitures, eh bien, ce système de valeurs se traduit en mode de consommation et de production non durable qui résulte d'une triple crise environnementale en termes de pollution de l'air, des sols, de l'eau, en termes de changement climatique et en termes d'effondrement de la biodiversité. Je voudrais aussi vous proposer un rapide focus sur les facteurs socio-économiques. Je l'ai évoqué, l'évolution démographique et l'accroissement continu de la pression humaine dans les zones côtières et urbaines. Des progrès récents en termes d'éducation et de santé, mais le changement climatique, la pollution, la production de déchets ont un impact sur la santé humaine. Et puis également une croissance régionale économique rapide, accompagnée d'un accroissement de la consommation de ressources naturelles et donc de la pollution. Je voudrais aussi insister sur écart de développement entre les rives nord et les rives sud, puisque le PIB par habitant peut être jusqu'à 5 fois inférieur au sud par rapport aux pays de la rive nord de la Méditerranée. Une autre infographie pour illustrer la vulnérabilité de la région méditerranéenne, avec 49% des plans d'eau côtiers qui n'atteignent pas le bon état écologique, 70% des zones humides qui ont disparu au cours des 50 dernières années, 2/3 des pays méditerranéens qui dépassent le seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour la pollution atmosphérique, au moins 78 espèces marines et 168 espèces côtières menacées. 78% des stocks de poissons évalués sont surexploités. C'est particulièrement vrai en Méditerranée occidentale, y compris en Algérie, bien entendu. Et pas moins de 730 tonnes de déchets plastiques qui finissent chaque jour, je dis bien chaque jour, de manière
quotidienne dans la mer Méditerranée. Une autre infographie qui focalise sur la dégradation de l'environnement en tant que risque pour la santé humaine. Pour la première fois, ce rapport sur l'environnement et le développement en Méditerranée intègre un chapitre dédié sur les liens entre santé humaine et environnement, et il avait été préparé avant la pandémie de coronavirus. À cet égard, 15% des décès dans les pays méditerranéens sont dus à des conditions environnementales dégradées. C'est l'équivalent de 500 000 morts par an, un demi-million de décès par an, dont presque la moitié incombe à la pollution de l'air. 30% de la population des pays méditerranéens vivent dans des pays dits pauvres en eau et 26 millions de Méditerranéens n'ont pas accès à une eau gérée en toute sécurité. À cela s'ajoutent 160 millions de personnes qui n'ont pas accès à un assainissement géré en toute sécurité, ce qui impacte également la santé, bien entendu. Des milliers de molécules chimiques circulent dans l'environnement avec des effets souvent synergétiques, potentiellement dangereux pour la santé humaine, mais qui jusqu'ici sont encore peu connus. En bref, les relations entre environnement et santé sont nombreuses, avec des effets aggravés par le changement climatique. Je pense aux vagues de chaleur en période estivale, aux événements extrêmes tels que les sécheresses, les inondations, les tempêtes qui affecteront davantage la santé humaine et augmenteront le potentiel de transmission de maladies vectorielles et transmises via l'eau et la nourriture. Donc, malgré ces constats alarmants, la mobilisation des acteurs a permis de réaliser des progrès dans certains domaines au cours des 2 dernières décennies, notamment si on compare la situation actuelle à des scénarios de non-intervention. Nous avons vu des progrès pour la qualité des eaux de baignade, par exemple, qui s'est améliorée à de nombreux endroits, ou encore pour les accidents en mer impliquant des hydrocarbures ou des substances dangereuses, nocifs, accidents en mer qui ont largement diminué avec des réponses qui sont de plus en plus rapides grâce aux efforts internationaux dans le cadre de Marpol ou du REMPEC, qui est également un centre d'activité régional du plan d'action pour la Méditerranée. Cependant, ces avancées n'ont pas été suffisantes pour réduire les pressions et la dégradation de l'environnement côtier et marin. Elles n'ont pas permis aux populations côtières méditerranéennes de s'adapter aux changements environnementaux actuels et projetés, ni d'augmenter leur résilience. Le rapport sur l'environnement et le développement identifie également des leviers d'action. Je vais peut-être simplement les énumérer sans rentrer dans le détail. Tout d'abord, ce qui est important, c'est la mise en application des engagements, des obligations dans le cadre du système PAM Convention de Barcelone, un renforcement des capacités institutionnelles, l'action locale également avec le principe de subsidiarité et la question de la décentralisation a son importance en termes de levier d'action, la mise en réseau et la construction avec l'implication de tous les acteurs, pas seulement gouvernementaux, mais également non gouvernementaux, le secteur privé, la société civile, les scientifiques. Je pense également aux parlementaires, groupes de parties prenantes qui sont réunis dans cette commission méditerranéenne de développement durable que j'ai introduit préalablement. L'importance aussi de la prospective, si je puis dire. Il s'agit d'anticiper, de prévenir plutôt que de guérir, de prévenir plutôt que de réparer. L'enjeu de la connaissance est également important et en lien avec l'accumulation de connaissances, il y a aussi la question des systèmes de surveillance, de monitoring pour suivre les progrès réalisés. Et enfin, les 2 derniers peuvent aller de pair, la question de la transparence et de l'apprentissage par la pratique, de l'apprentissage par les pairs. Cette question du capacity building a également son importance. Je passe, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de mon exposé sur le MEDEC, donc ce réseau
d'experts méditerranéens sur le changement climatique et environnemental en Méditerranée, avec un premier slide pour expliquer que le MEDEC correspond à une initiative phare recommandée par la stratégie méditerranéenne pour le développement durable. Juste, j'ouvre une parenthèse pour dire que la SMDD, stratégie méditerranéenne pour le développement durable, a été adoptée en 2016 par l'ensemble des pays méditerranéens. Ce n'est pas un document juridiquement contraignant, c'est un cadre stratégique orienté vers l'action qui traduit à l'échelle méditerranéenne l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable. Et donc, dans le cadre de cette stratégie méditerranéenne pour le développement durable, qui est structurée autour d'objectifs transversaux, dont un qui focalise sur le changement climatique, une initiative phare recommande la mise en place d'un mécanisme régional d'interface science-politique. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais le MEDEC répond aussi à un certain nombre de recommandations d'autres cadres stratégiques importants du système PAM Convention de Barcelone, y compris la stratégie à moyen terme 2016-2021. Et j'en reparlerai en conclusion parce que maintenant on prépare la stratégie à moyen terme 2022-2027. J'en parle ultérieurement. Ce que je voulais dire, c'est que MEDEC correspond à une initiative bénévole et indépendante qui a été lancée en 2015 dans le cadre de la COP 21 et de la préparation de l'accord de Paris. C'est une initiative qui, si je puis dire, est victime de son succès, qui aujourd'hui regroupe plus de 700 membres, 700 scientifiques, qui contribuent au 6e rapport du GIEC, avec pour la première fois un chapitre dédié à la région Méditerranée. Je rappelle à cet égard que le GIEC découpe la Méditerranée. Enfin, la Méditerranée est répartie dans 3 sous-régions abordées par le GIEC, donc l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et donc, pour la première fois, il y aura un chapitre dédié sur la Méditerranée dans le 6e rapport du GIEC. Et ce chapitre, il est co-coordonné par un des co-ordinateurs du MEDEC. En termes d'organisation, on a des coordinateurs scientifiques et un comité de pilotage, un secrétariat scientifique qui est hébergé par le Plan Bleu à Marseille, et donc 2 objectifs phares. D'une part, fournir des évaluations scientifiques fiables des risques climatiques et environnementaux dans la région, et donc fournir ces connaissances aux décideurs, et aux parties prenantes dans le cadre d'interface régionale science-décision. Le premier rapport du MEDEC, il a été publié en novembre 2020. C'est un recueil de 600 pages qui est accompagné d'un résumé à l'intention des décideurs qui est disponible dans les 4 langues officielles du PAM, l'anglais, le français, l'arabe et l'espagnol. 190 auteurs qui viennent de 25 pays, et puis une consultation d'abord en ligne et ensuite en session plénière qui a eu lieu non pas en septembre 2021 mais en septembre 2020 avec des responsables politiques, des acteurs gouvernementaux, des décideurs et des parties prenantes sur le résumé à l'intention des décideurs. Et je tiens à préciser aussi que le MEDEC a reçu le prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe, donc quelque chose d'honorifique. Les facteurs du changement climatique qui sont abordés par le MEDEC sont les suivants. Tout d'abord, autour du climat, température, précipitation, rayonnement solaire, vent, acidification des océans, hausse du niveau de la mer. Deuxième facteur de changement environnemental lié à la pollution de l'air, de la mer. Troisième facteur de changement environnemental, l'utilisation des terres et de la mer, tout ce qui est en lien avec l'urbanisation, l'agriculture, la dégradation des sols, la surpêche. Et le quatrième qui renvoie aux espèces non indigènes marines et terrestres, y compris les espèces nuisibles. On parle d'une tropicalisation
de la mer Méditerranée. Facteurs de changement, donc sur le premier, sur le climat, avec tout d'abord le phénomène de réchauffement. On s'attend à une augmentation de l'ordre de plus 0,5 à plus 6,5 degrés d'ici à l'horizon 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Une diminution des précipitations estivales de l'ordre de 10 à 30% selon les projections, et une hausse du niveau de la mer qui pourrait atteindre a atteint 6 cm au cours des 20 dernières années, et plusieurs scénarios sont à l'étude, dont un qui pourrait mener à une hausse possible de l'ordre d'1 mètre d'ici à l'horizon 2100. Risques liés aux écosystèmes, avec une raréfaction des ressources en eau, affectant l'agriculture, causant des conflits entre les différents usagers, agriculture, industrie, tourisme. Les villes sont également représentent un important consommateur d'eau. Hausse du niveau de la mer avec un retrait du littoral, intrusion d'eau salée, risque pour le patrimoine culturel, réchauffement de la mer, acidification, surpêche, pollution et espèces non indigènes qui ont tous un impact sur la biodiversité marine et la production alimentaire, la diminution de la taille des poissons, la pullulation de méduses ou encore le blanchiment des coraux, perte de zones humides, augmentation des zones incendiées, perte de biodiversité et diminution de la production agricole. Santé humaine et sécurité, je ne rentre pas dans le détail, je l'ai évoqué tout à l'heure à travers le rapport sur l'environnement et le développement, et le MEDEC développe des conclusions analogues, similaires, convergentes. Donc, je passe cette diapositive rapidement. J'en viens à une série de diapositives que je ne vais pas présenter dans le détail, mais simplement je les trouve c'est pas moi qui les ai produites, elles ont été préparées aimablement par les experts du MEDEC qui m'ont chargé de vous les présenter aujourd'hui. Et je les trouve assez bien faites parce que d'un côté, à gauche, nous avons en orange les risques qui sont listés et donc qui apparaissent dans les résultats du rapport du MEDEC, et en vert, même s'il ne s'agit pas réellement de recommandations. À cet égard, je tiens à dire que le MEDEC fait ce qu'on appelle du policy relevant but not prescriptive, propose des orientations politiques pertinentes, mais pas de manière prescriptive. Et donc, c'est un peu ce qui se reflète dans la deuxième partie, à droite de ces diapositives, avec des messages à l'intention des décideurs qui sont sur l'adaptation ou l'atténuation du changement climatique pour chacun des risques qui sont élaborés. Donc là, c'est sur les risques côtiers, donc avec la nécessité de protéger le patrimoine culturel, des solutions basées sur la nature contre l'érosion. Sans doute que Fabrice Bernard du Conservatoire du Littoral en dira plus sur ces solutions basées sur la nature. Donc je ne m'étends pas et je passe à la diapositive suivante sur l'eau et l'agriculture. Là aussi, des objectifs liés à l'adaptation, l'amélioration de l'efficacité et la réutilisation de l'eau, la nécessité de recharger les aquifères, l'importance de ce concept de gestion intégrée des ressources en eau, mais qu'il faut maintenant faire passer du concept à la réalité, aux actions, aux actes. Le dessalement est également une option, en particulier quand il est fait avec des énergies renouvelables, la diversification des cultures ou encore des pratiques agricoles pour diminuer les besoins en eau et en intrants. Je pense ici à l'agroécologie ou à l'agriculture biologique. Pour ce qui est des écosystèmes marins, donc je commente uniquement les objectifs de l'adaptation, développer des systèmes de veille, d'observatoire et des projets de recherche, parce que même s'ils sont de mieux en mieux connus, il y a encore un gap en matière de connaissances sur ces écosystèmes marins. Imposer des pratiques durables à travers les législations
en particulier dans deux secteurs importants de l'économie méditerranéenne, la pêche et le tourisme, réduire la pollution qui provient de l'agriculture, de l'industrie et avoir des meilleures pratiques en matière de gestion des déchets et également développer, renforcer les aires marines protégées, pas seulement en termes de création d'aires marines protégées, mais également en termes de plans de gestion, de moyens qui sont alloués aux gestionnaires des aires marines protégées pour que ces aires soient réellement protégées et qu'elles ne soient pas juste déclarées sur le papier. Des progrès sont enregistrés dans ce domaine et sont soutenus par le plan d'action pour la Méditerranée, en particulier son centre d'activité régionale qui est basé à Tunis et d'autres partenaires. Sur les écosystèmes terrestres, rapidement là aussi, les objectifs d'adaptation, protéger les zones humides, adopter des politiques de conservation, favoriser la connectivité et améliorer la biodiversité, adopter des mesures de gestion durable des forêts, promouvoir la diversité, favoriser les espèces moins demandeuses en eau et ce qui est également extrêmement important, en particulier en cette période de sécheresse, c'est d'améliorer les politiques de prévention des incendies. Je pense ici aux feux de forêt notamment. Santé humaine, on en a parlé, mais en revanche, ce qui est quand même intéressant, c'est là également les messages adressés aux politiques en vue d'adapter les villes aux canicules, aux îlots de chaleur. Ça passe par la protection là aussi de la nature en ville avec des espaces verts urbains, diminuer les facteurs d'amplification des aléas, par exemple l'imperméabilité des sols, la nécessité d'aller vers des plans climat intégrés, en particulier à l'échelle locale et davantage encore à l'échelle des villes, utiliser les connaissances locales et traditionnelles, en plus des connaissances scientifiques, mettre en place des plans d'alerte et de prévention. Sur la gestion de l'énergie et du carbone, il y a lieu de sortir des énergies fossiles avec un potentiel énorme qui existe en termes de transition énergétique avec la nécessité d'accélérer la production d'énergie renouvelable. Donc, il est important de transformer nos modèles énergétiques et économiques. Un chiffre ici, les énergies renouvelables doivent tripler, au moins tripler, pour atteindre 13 à 27% en 2040. L'amélioration de l'intégration de la coopération, l'amélioration de l'intégration et de la coopération dans le marché régional de l'énergie, améliorer l'efficacité énergétique, on pense aux bâtiments, au logement, on pense également au transport, entre autres, et puis j'en ai parlé, ces solutions qui sont basées sur la nature pour la séquestration du carbone. J'en viens sur les dernières diapositives, j'espère que je pense tenir encore dans les 20 minutes qui m'ont été allouées, pour parler d'adaptation et d'atténuation dans le cadre des ODD. Aujourd'hui, la pauvreté, les inégalités et les déséquilibres de genre entravent la réalisation du développement durable et face au changement climatique dans les pays méditerranéens. Il y a donc besoin d'améliorer les logements et les infrastructures, d'améliorer également l'éducation et la sensibilisation des communautés les plus vulnérables, mettre en œuvre des systèmes d'alerte précoces. Allô ? Oui. Vous avez 1 minute parce qu'on a beaucoup dépassé le temps imparti. Merci. Très bien. Je conclus simplement. Je ne vais pas faire plus de publicité pour le réseau MEDEC ou pour le rapport sur l'environnement et le développement. Tout est disponible en ligne. Mais je voudrais simplement conclure sur une perspective importante dans le système
PAM, Convention de Barcelone, du plan d'action, du programme des Nations Unies pour l'environnement, pour évoquer que la COP 22, la 22e réunion des parties, excusez-moi, je suis un peu confus, la 22e réunion ordinaire des parties contractantes à la Convention de Barcelone aura lieu en décembre 2021 en Turquie. Les pays méditerranéens vont adopter des décisions et des mesures importantes en matière de durabilité, notamment la stratégie à moyen terme 2022-2027 du plan d'action pour la Méditerranée, le programme de travail 2022-2023, donc des mesures pro-durabilité pour aller vers une renaissance verte dans l'ère post-Covid-19 dans notre région méditerranéenne. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je m'excuse d'avoir dépassé le temps qui m'était imparti pour cette présentation. Merci beaucoup.